Radio J. Pont-Neuf, Shlomo Malka. Radio J. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Valérie Abécassis pour son livre « Place des otages » paru aux éditions du Cerf. Valérie Abécassis, bonjour. Bonjour. Je suis ravi Et de moi vous donc recevoir et je vais commencer par vous lire parce qu'il y a des passages très beaux dans votre livre, très beaux et très forts surtout. J'ai souvent rêvé d'écrire un livre sur Israël qui s'intitulerait « Almost ». C'est presque un pays légitime, presque un pays en paix. Les frontières sont presque définies, les religions presque ensemble, la démocratie est presque exemplaire, le pays est presque vieux de 4000 ans ou presque jeune de 76 ans, les choses, rénovation d'immeubles ou accords d'Oslo presque aboutis, la langue est presque normale, mais comme les voyelles n'existent pas, chacun entend ce qu'il veut dans ce mot. Qu'entendez-vous, Valérie Abécassis, par ce concept de presque ? Ben voilà, vous avez tout dit, c'est ce que j'écris. J'ai été souvent en Israël, comme bon nombre de juifs. J'ai été en Israël pour travailler dans des moshav, j'ai été en Israël pour travailler dans des kibbutz, j'ai été en Israël pour... à Yerouham, au tout début, vraiment, j'étais très très jeune. J'ai fait du volontariat, dans Tzahal, j'ai travaillé dans des bases. Voilà, j'ai été en Israël beaucoup de fois. Mais c'est pas la même chose. Et en vacances, bien évidemment, en vacances tout le temps. Donc, c'est pas la même chose d'aller en Israël pour faire du volontariat, pour travailler, pour aider le pays, pour partir en vacances, être sur la Taïelette ou à Jérusalem au mur, et d'y travailler et d'y vivre. Donc j'y ai été réellement pendant presque 10, 11 ans. Et là, la réalité de ce pays m'a sauté aux yeux. Par exemple, quand j'ai fait du volontariat, j'étais dans la base de Tel Nof. Tel Nof, c'est une base de parachutes à côté de Beersheba. Et on m'a donné à réparer des parachutes. Je me dis, mais comment ce pays peut donner à des gens comme nous à coudre des parachutes? Si ça se trouve, on fait un mauvais point, on a mal plié. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette confiance absolue? Et certains parachutes étaient très, très vieux. Ils dataient vraiment, il y avait des dates. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est où la force d'Israël? Mais ça, c'était pendant mon volontariat. Et lorsque je suis arrivée en Israël, que j'ai commencé à travailler avec les Israéliens, que j'ai commencé à voir le rythme de travail israélien, quand j'ai commencé à voir la complexité israélienne, de faire avec eux leur incompréhension, si parfois de nous, notre amour, leur amour de la France et d'une certaine façon leur détestation des Français, une autre réalité m'a sauté aux yeux, cette réalité du presque. Et c'est vrai que si on ramène ça au 7 octobre, on peut se dire qu'il y a des enquêtes vont arriver, on va jamais comprendre, mais je veux dire, des enquêtes vont arriver, on va essayer de discerner, de disséquer quelle est la chaîne qui a abouti à ce massacre. Mais pour revenir à cette Almost, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui étaient presque... Et après, c'est une question de point de vue. Quand je suis entrée en Israël, une consoeur à vous m'avait dit, tu sais, ce pays, il te donne beaucoup si tu lui donnes beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez miraculeux en Israël. C'est-à-dire, si on arrive en commençant à se dire, oh là là, mais alors la route n'est pas finie, et le type n'est pas venu à l'heure, enfin bon, tout ce qu'on peut reprocher, ça ne marche pas. Il faut une espèce d'acceptation. Voilà. Et donc, quand j'ai écrit ce passage sur le Almost, bon, c'était aussi pour faire un peu le tour de ce qu'on imagine d'Israël, mais c'est aussi pour dire que c'est un pays qui est presque, mais il peut être complètement complet, si vous avez envie qu'il le soit. Parce qu'on a beaucoup d'amis, de gens, de Français, de Olim, qui sont là-bas depuis 3, 10, 15, 20, 30, 40 années, et qui trouvent que le pays est parfaitement complet. Alors, je vais prendre un deuxième passage. Je suis allé à la conférence des familles d'otages franco-israéliens le 12 octobre. C'est là que le visage heureux de Céline Ben David m'est apparu pour la première fois en photo, que j'ai vu sa petite Élie dans les bras de sa grand-mère ainsi que son mari Ido, tellement livide, tellement maigre. C'est là que j'ai pleuré à nouveau.
Après la conférence, ils retourneraient dans leur hébergement d'urgence ou leur maison, seuls dans le malheur, sans personne pour leur donner de nouvelles. Les lits seront vides, le manque sera partout jusqu'au soir, la nuit, le lendemain matin et encore après. Alors, vous avez suivi, ça n'est pas c'est la première conférence de presse des familles d'otages que vous avez suivie, mais... Non, français. Vous Français. J'avais été avant à celle des Israéliens, ça ne veut rien dire parce que ce sont des Israéliens, mais voilà, des francophones, c'est-à-dire c'était lié à la France. Mais j'imagine que ces conférences de presse se ressemblaient toutes. Non, ça se ressemble jamais. Oui, si la tragédie, le malheur, les larmes, ça a un point commun, mais non, c'était pas tout à fait la même chose. Il y avait des tragédies. Enfin, je sais pas. Je vous ai coupé, mais c'est pour vous dire que c'était pas la première. Pardon. Dites-moi alors. C'était pas la première. Alors, vous avez raconté puisque vous avez fait beaucoup. Vous avez beaucoup donné de votre personne dans ces jours terribles qu'a vécu la société israélienne. On croise toutes sortes de gens dans votre livre. On croise aussi de jeunes écrivains comme Edgar Keret et Eshkol Nevo. C'est curieux parce que le livre, je recevrai la semaine prochaine Denis Charbit, oui. Et il commence son livre par deux écrivains, mais ce n'est pas les mêmes. Lui, il commence par Amos Oz et Abbé Yoshua, et vous commencez par Edgar Keret et Eshkol Nevo, qui sont la nouvelle génération. Et c'est intéressant, on a reçu ici tous les deux, je crois, mais jamais depuis le 7 octobre. Et comment ont-ils réagi ? Alors, Amos Oz, il est mort. Je l'avais croisé à une conférence sur la traduction et j'avais échangé quelques mots avec lui. Je regrette tellement sa disparition parce que j'aurais vraiment voulu avoir son regard sur ce qui s'est passé, son regard d'homme de gauche, engagé, qui veut aller vers l'autre. Vraiment, ça m'intéresse parce que, comme vous le savez, la gauche, cette pensée de gauche en Israël, et je serais curieuse d'écouter Denis Charbit, elle s'est pulvérisée. Et vous-même, vous dites que vous en êtes revenu. Je ne suis pas revenue, j'oscille, je vacille. je vacille vraiment beaucoup entre mes idées et ce que j'ai vu. Et Aleph Bet Yehoshua, je l'ai interviewé plusieurs fois. La première interview, c'était un homme qui était pour une solution à 2 États. Et avant sa mort, lorsque je l'ai re-rencontré, il était pour un État binational. Voilà. Et dans les 2 cas, c'était des discussions incroyables. Edgar Keret et Eshkol Nevo, c'est effectivement la nouvelle génération. Donc, ils sont israéliens. C'est pas la littérature venue d'Europe ou de l'Occident, c'est une littérature purement israélienne. Edgar Keret était dévasté. Eshkol Nevo, je ne sais pas. Mais Edgar Keret, c'est ce que j'explique, était dévasté parce que ce sont des gens, encore une fois, la littérature d'Eshkol Nevo est une littérature empathique, mais c'est une littérature douce. La littérature d'Edgar Keret, c'est une littérature plus mélancolique et plus politique aussi. Et lui, de ce que j'ai vu de ses postes, de sa sidération, en tout cas au début, au moment où je le cite, il était évidemment à terre, dévasté. Et je le cite parce que le premier ou le deuxième jour, comme je l'explique dans le livre, moi je n'ai pas d'abri, je n'ai pas de mamad, de pièces sécurisées, donc j'ai vraiment passé du temps, vraiment les tout premiers jours, à chercher un abri, un endroit, parce que c'est après qu'on a commencé à comprendre, mais au début c'est se protéger des missiles, il y en avait tout le temps. Et j'étais avec ma petite fille de 9 ans. Donc, mon objectif, ces 3-4 premiers jours, c'était vraiment de se mettre en sécurité. Et après, on réfléchit et de la protéger. Et j'ai été hébergée dans une toute petite maison, vraiment une maison minuscule au sud de Tel Aviv. Et cette maison m'a fait penser à cette fameuse maison inaugurée par Edgar Keret en Pologne, qui est la plus petite maison, la maison la plus étroite du monde, qui fait référence à son père qui est resté terré dans une cache. Il y a aussi, enfin de là où vous êtes, vous pouvez juger aussi ce qui s'écrit en France, ce qui se dit. Et il y a un mail de Emmanuel Carrère. Manifestement, vous l'avez bien connu. Je le connais aussi très bien. Et je n'imaginais pas qu'il ait pu écrire quelque chose de ce type. Il vous envoie un mail en disant
il n'y a pas... Non, c'est vous qui lui envoyez un mail Oui, oui. en brocardant le fait qu'il ait dit il y a des attentats à Gaza. Oui, alors attention, il faut remettre dans le temps. On sait pas, cet échange-là ne date pas du 7 octobre. Du tout. Cet échange-là date de la promotion de son livre Yoga, lorsque lui était en France et moi j'étais en Israël, et j'écoute les radios françaises le matin, et je l'entendais dire toujours la même chose à cette époque. Et donc, ce chapitre-là, dans lequel je cite Emmanuel, soit dit en passant, je lui ai demandé l'autorisation, hein, bien évidemment, jamais je n'aurais publié quoi que ce soit en mettant en cause quelqu'un sans son autorisation. C'est parce qu'on était stupéfaits, vraiment stupéfaits, et on a été attaqués. Il faut remettre ces mots-là, c'est la guerre déclenchée par le Hamas. Et donc, je me retrouve à rentrer à 2h du matin, épuisée, je tombe en replay sur une émission sur France 2, La Grande Librairie, où il y a Emmanuel Carrère qui parle de son rapport au monde. Et m'est revenu un échange que nous avions, mais bien des années avant, pendant la promotion de son livre Yoga, sur ce qu'il disait sur Gaza. Il disait tout le temps, c'est comme à Gaza lorsqu'il y a des attentats à Gaza. Et au bout de 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, lorsqu'il disait qu'il y avait des attentats à Gaza, je lui ai envoyé un mail en disant, mon ami, Il n'y a pas d'attentat à Gaza. Il Oui. y a une vie d'horreur, ce que vous voulez, ce que tu veux. Mais il n'y a pas aucun Israélien au monde va aller à Gaza pour personne. Voilà. Et on a eu ce petit échange qu'il m'a autorisé à remettre dans le livre, qui est un échange intéressant parce que je l'ai mis parce que pour moi, Emmanuel Carrère est l'un des plus grands écrivains français. Il a une façon d'observer le monde, le désarroi, le malheur avec une grande exigence. Et quand je l'entendais... voilà, à la télévision, dire que maintenant il avait du mal à observer le monde et qu'il préférait rester dans son jardin, je me suis dit, qu'est-ce qu'il dirait s'il était là, s'il était avec moi là. Je revenais de Jérusalem, il pleuvait des cordes, il y avait une ambiance, je le cite d'ailleurs à Amos, un peu cette ambiance d'humidité qu'on voit dans Jésus. Dans Judas. Pardon, Jésus. Dans Judas, et cette humidité, cette pluie, ces pierres à Jérusalem. Vous savez, quand il fait froid, quand il y a et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'être au chaud. Et ce soir-là, j'assistais à une manifestation. Il pleuvait des cordes. Il y avait quelques familles, quelques manifestants avec nous. Il y avait des flambeaux qui s'éteignaient à cause de la pluie. Vraiment, cette ambiance terrible. Et je revenais de ce moment-là. Donc, j'ai mis des heures pour rentrer à Tel Aviv. J'habite à Tel Aviv. Et je me suis dit, en regardant l'émission sur France 2, qu'est-ce qu'il dirait Emmanuel Carrère s'il était là? Qu'est-ce qu'il verrait de nous, ce Français-là, cet écrivain-là, cette intelligence-là? Alors, vous brocardez un peu aussi, en tout cas, vous n'êtes pas très tendre pour les Français d'Israël, ce que vous appelez les Français de Tel Aviv. Et en même temps, les Français de Tel Aviv, c'est un peu vous, non? Alors, d'abord, je le dis, je suis très critique avec moi-même, je le dis, je suis une bobo, cultureuse, qui a voté par coquetterie un parti, histoire d'en être. Le 7 octobre encore une fois, m'a fait vaciller. Je sais plus très bien quoi penser maintenant en ayant vu tout ce que j'ai vu. Donc, je me brocarde. Je brocarde aussi notre attitude de la bulle, Tel Aviv, on est là entre nous, la Taillelette, le boulevard Rothschild, les soirées du jeudi soir. Je parle de ces Français, de Tel Aviv, de Neve Tzedek, parce qu'ils existent aussi. Mais je souligne, parce que je fais partie de groupes de soutien et je les vois, je souligne aussi leur formidable solidarité. C'est-à-dire qu'indépendamment des opinions politiques, parce qu'on n'a pas toujours le meilleur à Tel Aviv. Regardez les résultats des votes français. Bon, voilà, on n'a pas toujours... Enfin, le meilleur. On n'a pas toujours ce meilleur-là, on va dire. Ce sont quand même des gens exceptionnels, des femmes incroyables, des dons en permanence, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et ce sont des femmes, et c'est pas des gamins de 20 ans, ce sont des retraités. Et vous les avez vus depuis novembre, aller se mettre à genoux, aller ramasser des haricots, des clémentines, des fraises, dans des serres surchauffées. Enfin, j'ai trouvé ces Français-là
extraordinaires. Donc, je leur rends aussi un petit peu hommage. Mais je me moque pas, c'est pas le mot. Mais je dis les faits, c'est tout, en fait. Je dis les faits. Vous les connaissez. Il y a des Français Absolument. en Israël. Et Eretz Nederet, l'émission caustique israélienne, s'est toujours moqué de ces Français-là, un peu arrogants. On est riches, on a beaucoup d'argent, on a des beaux habits, des belles matières, on est exilés fiscaux parfois, et on est aussi des Français qui sont venus en Israël parce que c'est l'État des Juifs et que ces Juifs français avaient envie de vivre en Israël, on les connaît. Ils sont peut-être pas à Neve Tzedek ni à Tel Aviv, ils sont comme nos familles, nos amis à Ranana, à Ashdod, à Beersheva, des Français normaux, des Israéliens en fait. 0, c'est notre nouveau credo. 0 avancée, 0 négociation, 0 perspective, 0 unité, 0 réponse, 0 otage vivant, 0 otage mort. Pourtant, les familles, les peuples d'Israël, d'Amérique, d'Europe et des pays arabes ne cessent de compter, mais on arrive toujours à 0. L'addition des réunions, des allers-retours, des va-et-vient, des déplacements et des délégations est astronomique au regard du 0. Il vous est arrivé, Valérie Abékassi, de croire qu'une de ces négociations pourrait aboutir, allait aboutir? Oui. C'est-à-dire que passer les mois d'enterrement, de morgue, de larmes, de douleurs, de ces jeunes, de ces familles, de ces mères qui pleuraient quelqu'un, de ces pères qui pleuraient quelqu'un, à partir du moment où il y a eu ces négociations et cette libération d'otages, je rappelle qu'il y en a quand même 110 qui sont sortis des tunnels grâce à des négociations, et à quel prix avec, vous connaissez, je l'explique, un comptage morbide, un comptage dégueulasse avec 50 terroristes pour une soldate, 40 terroristes pour un civil. Enfin, cette espèce de comptage morbide qu'a imposé le Hamas dans ses listes. Au moins, j'y ai cru. J'ai cru qu'on allait arriver à quelque chose, bien sûr. Et puis, vous êtes sur la place des otages. Moi, j'ai couvert beaucoup ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, où je disais, et alors David Barnea est parti, il a rejoint Bill Burns, et ils sont à Doha, et il y a les Qataris qui font médias, et les Égyptiens, et les Jordaniens, et puis hop, on attendait quelque chose, et Biden ou Blinken qui disait, on est proche d'un accord, et à chaque fois, ça a chopé voilà, j'ai toujours cru qu'il se passerait quelque chose, qu'on allait les voir sortir. Je l'ai dit d'ailleurs, je voudrais terminer ce livre. Voilà. Oui, Vous dites j'aurais tellement voulu. J'attendais la fin pour terminer ce livre. Parce que j'y ai cru, on y croit toujours. Et en fait, il y a cette expression que vous avez, ce que vous appelez les métastases du chaos. Oui. Les métastases du chaos ont commencé très, très vite et se poursuivent. C'est un pays qui est chaotique. Dans le Ulmos du début, c'est un pays chaotique. Mais au début, il y avait cette unité israélienne. On pleurait tous. Et puis, assez vite, tout s'est politisé, tout s'est organisé, tout a repris sa place, les antagonismes. Et quand je dis les métastases du chaos, c'était... En Israël, j'ai assisté à des scènes épouvantables de violence, les uns contre les autres. De jeunes contre des vieux, des laïcs contre des religieux, des gens de gauche qui ont des enfants dans les tunnels contre des gens de droite qui n'ont pas d'enfants dans les tunnels, des sionistes religieux avec la kippa tricotée qui ont des enfants dans les tunnels, qui avaient des attitudes différentes de ces laïcs qu'on voit à Tel Aviv manifester. Et moi, tout ça, c'était trop pour moi. Il y avait trop. Donc, quand je dis métastase du chaos, c'est vraiment comme une maladie, vraiment une maladie, et ça se propageait. Et je ne vous parle même pas d'opinion dans le monde. C'est-à-dire, à partir du moment où Karim Khan a dit « Ah bon, bah alors on va juger Benjamin Netanyahou à partir du 8 octobre pour crime de guerre et le Hamas si noir et sa clique à partir du 7 octobre », je me suis dit « Mais alors là, on a atteint un niveau d'incompréhension colossale. Le monde est fou. Le monde a pris une drogue et ne voit plus le réel, ne voit plus... » Et je suis en France depuis un petit moment. J'assiste à ce que vous, en français, juifs notamment, avez vécu, ce que vous entendez, c'est incroyable, de déni, d'incompréhension. Les gens ont oublié. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis la guerre déclenchée par le Hamas.
Déjà, chaque journal devrait démarrer par ça. Il y a eu une attaque ce matin, ils ont allé ça, parce que la guerre déclenchée par le Hamas contre Israël et contre son peuple palestinien par ailleurs. Alors, vous avez couvert cette guerre, vous avez suivi aussi, il y a eu des reportages très forts, vous avez suivi les familles d'otages, raconté les allers-retours dans les kibbutzim, parce qu'il y a des allers-retours, c'est-à-dire il y a derrière tout ça, vous allez me le confirmer, un ardent désir de se reconstruire chez les kibbutznikim, de se déboquer, de Be'eri. De Be'eri, oui, pardon. de tout l'OTEF, bien sûr. Il y a, vous le savez, une population qui est déplacée dans le sud, une population qui est déplacée dans le nord. Donc, on nous dit Israël impérialiste, les colons, ils veulent s'étendre. Le pays, là, il est réduit. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas chez eux. Et lorsque j'ai été voir les déplacés de Be'eri dans un hôtel à la mer Morte, je suis tombée sur Noa Lévy. Je crois qu'elle avait 74 ans ou 75 ans à l'époque. Et elle était très digne, très vraiment assise dans un petit coin comme ça, déplacée, une vieille dame. On lui a pris sa maison et on lui a surtout pris son mari. Et donc elle m'a montré une vidéo de son mari. Qui datait d'une des intifadas. Et dans cette vidéo, son mari, il était merveilleux. Il était dans le kibbutz. Gaza était juste derrière. Et il disait, oui, il faut aider les Palestiniens. Et on est en train de mettre en place un système de bourse pour aider ces ouvriers palestiniens qui ne peuvent plus venir travailler dans le kibbutz parce que le Hamas les en empêche. Et on a mis en place une bourse. Voilà. Et le 7 octobre, cet homme-là, qui a fait tant pour ses voisins qui sont à 500 mètres, il a défendu sa femme, sa maison, et il a été abattu à 80 ans. Et personne. Et donc, j'ai vu ces gens qui n'avaient qu'une envie, parce que vous le savez, il y a beaucoup de gens dans les kibbutz du Sud sont des gens un peu idéalistes. Il y a les déclassés, qu'on envoie dans le Sud parce que ça coûte moins cher. Et puis, il y a aussi les idéalistes, des personnes âgées, plutôt de gauche, qui ont beaucoup ouvert leurs mains, beaucoup ouvert leurs maisons, beaucoup ouvert qui ont aidé des enfants gazaouis à se faire soigner, des travailleurs à venir gagner un petit peu d'argent en Israël. Et tout ça a explosé. Et le mari de Noa Lévy, il a été assassiné. Paix à son âme. Alors, je répète que beaucoup de gens ici ont suivi vos reportages au plus près du quotidien. Vous étiez très présente aux 4 coins du pays. Dites-nous quand même pourquoi I24 News, I24, qui faisait un travail formidable grâce à vous, à d'autres, a baissé de rythme tout d'un coup. Alors là, vous allez téléphoner à Franck Meloul. Je sais que vous n'y êtes pour rien. Non, mais je sais que vous n'y êtes pour rien. Mais donnez-nous une explication, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient un grand plaisir, qui vous suivaient avec beaucoup de... avec... parfois de l'espoir, souvent de ce que vous appelez ces métastases du chaos. Ils les ont vécues journée après journée, et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Non, Shlomo, alors, déjà, je ne répondrai pas à cette question, mais si je dois quand même y répondre un petit peu, je vous donne les faits, parce que c'est important, les faits. À partir de 17h jusqu'à minuit, vous avez l'info française avec des reportages. Et après, vous avez c'est remplacé en fin de soirée par une chaîne en hébreu avec des sous-titres. Non, toute la journée jusqu'à 17h. Dans un français, permettez-moi, très approximatif. Non, vous m'avez pas invité pour dégommer I24. C'est ma maison, c'est ma famille. Non, mais je ne dis pas ça. J'ai beaucoup de reconnaissance pour le travail qui a été fait et je trouve que c'est très admirable. Mais quand même, ces sous-titres, faites quelque chose de grâce. Merci Valérie Abécassis. Votre livre s'appelle Place des otages, est paru aux éditions du Cerf. C'était Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Bon dimanche à tous. Merci.